Bienvenue à tous pour cette cage rôliste. Nous sommes en présence de Hunt ce soir qui va nous parler de Plateau Magazine, mais également un petit peu de Canard PC. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du côté de Canard PC, on va être sur un magazine si je ne me trompe pas à la base et une chaîne YouTube autour du jeu vidéo et qui ont une section jeux de société et à côté Plateau Magazine qui est un plateau spécialisé dans le jeu de société. Donc, bienvenue à toi, Merci, merci de l'invitation. mais avec grand plaisir. Donc, je vais déjà te laisser te présenter, qui tu es, pour commencer. Du coup, voilà, je m'appelle Hunt, je suis, j'aime bien dire, pigiste ascendant saltimbanque. Mon activité principale, c'est d'être rédactrice en chef de Plateau Magazine, qui est un mensuel consacré aux jeux de société, et je suis également rédactrice chez Canard PC sur la partie jeux de société et jeux de rôle. Très bien. Merci à toi du coup, hein, d'être là. Ton expérience du jeu de rôle du coup, puisqu'on est quand même une chaîne principalement dédiée au jeu de rôle, c'est quoi ton expérience du jeu de rôle? Mon expérience du jeu de rôle, elle est un peu particulière, je crois. Enfin, des fois, les gens pensent ça. J'ai commencé comme plein de gens avec du donge quand j'avais 16 ou 17 ans, ou avec des choses inspirées de Donjons et Dragons, mais dans des systèmes de règles inventés par des amis, des univers inventés par des amis. Et puis, il y a maintenant une quinzaine d'années, j'ai rencontré le jeu plus narratif, sans maître du jeu, maîtresse du jeu, souvent en narration partagée et souvent sur des sujets que moi je trouve plus forts et plus intéressants, et je ne fais plus que ça depuis 15 ans, donc j'aime beaucoup notamment la scène française qui est hyper riche en création. Ah, le jeu de rôle français est très, très riche, hein, déjà dans les streamers, on a du monde, et même dans les créateurs. On a beaucoup de narratifs, on a aussi du combat, on a un peu des 2, donc c'est vrai que c'est très agréable. Donc plutôt, jeu de rôle narratif de ton côté? Tout à fait. Alors, il m'arrive encore de tester pour Canard PC des jeux de rôle un peu plus traditionnels avec maître du jeu, et je le fais avec plaisir. Mais c'est vrai que si c'est moi qui m'achète un jeu de rôle juste pour moi, ça va être du narratif. Ouais, donc plutôt jeu de rôle solo en fin de compte. Non, 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 narration partagée. En narration Donc, partagée. en fait, il y a beaucoup de systèmes qui Ouais, permettent ouais. de se passer du MJ, tout simplement, Mmh. et on a voilà, plein de modes. Ah, bien sûr, bien sûr. De toute façon, il existe de tout, hein. Maintenant, on a des systèmes de jeu notamment où le MJ, c'est les dés en eux-mêmes, ou c'est juste un livre, hein, tout simplement. On a tellement de choses aujourd'hui qui sont disponibles, ou même juste sans MJ, hein, tout court. Tout à fait, ou Effectivement, parfois le voisin de gauche est le MJ de chaque voisin de droite, et on tourne comme c'est ça, et ça. c'est un mode que j'aime bien, par exemple. À savoir que du coup, hein, dans le jeu de société, il y a un jeu de rôle que tu dois très bien connaître, même s'il est rarement catégorisé comme ça, c'est le loup-garou de Pierre-Selieu. Tout à fait. En fait, il y a un gros sujet en fait sur la frontière entre jeux de société et jeux de rôle. Il y a des gens qui considèrent, et je suis plutôt de leur côté, que finalement un jeu de rôle c'est un jeu qui se joue à plusieurs autour d'une table, donc c'est une catégorie comme une autre de jeu de société. C'est Alors juste sur le sujet pour lequel tu m'as invité, c'est pas ce que considère Plateau, qui a besoin, comme il a que 64 pages, de Mmh. cadrer un peu ce qu'on va Oui, mettre bien dans jeu sûr. de société. Donc on parle pas de jeu de rôle, mais c'est vrai que voilà, le jeu de rôle finalement est une forme de jeu de société. Bien sûr, mais effectivement, hein, moi-même, je définis le jeu de rôle comme un jeu de société, une catégorie de jeux de société, comme tu as les wargames, des trucs comme ça, qui sont des jeux de société à part entière, mais effectivement, quand on parle de jeux de société plus traditionnels, on est moins dedans. Donc du coup, on parle du plateau depuis tout à l'heure, mais c'est quoi le plateau, exactement? Alors, donc Plateau Magazine, c'est un magazine qui a été fondé il y a 20 ans maintenant, qui paraît tous les mois, pas en kiosque, parce que je ne sais pas si vous savez, mais c'est très 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 cher d'être distribué en kiosque, mais qu'on peut retrouver assez facilement en boutique de jeux ou par abonnement. Et donc, c'est 64 pages consacrées au jeu, mais aussi à son contexte. On a pas mal de chroniques critiques de jeux. Donc, un rédacteur et une rédactrice qui nous disent ce qu'il ou elle a pensé d'un jeu, mais on va aussi avoir des interviews, des dossiers de fond, parfois des dossiers qui s'éloignent un petit peu des jeux en eux-mêmes, mais qui vont regarder les conditions de leur création, comment fonctionne le monde de l'édition. On essaye d'avoir des dossiers un peu droit du travail, etc. Enfin, c'est pas toujours évident, mais c'est toutes les branches qu'on peut couvrir. Ou alors des dossiers sur une thématique, quels sont les jeux qui en parlent, comment la thématique est abordée. Ça peut être assez vaste, en fait, ça dépend surtout des envies de l'équipe. Je vois, donc vous êtes combien à peu près dans l'équipe, du coup? On est une grosse dizaine. On mettons quasiment une quinzaine si on compte l'équipe de correction et l'éditeur. Ah oui, d'accord. Donc vous avez un éditeur à part, du coup, c'est ça, c'est pas vous qui éditez directement le plateau, c'est ça?
En fait, je précise parce que c'est assez important pour moi, il y a l'équipe de rédaction d'un côté, donc qui va se préoccuper du contenu du magazine, qui a 2 rédacteurs en chef, moi et mon collègue Vincent Bonnard, et donc toute une partie rédacteur-rédactrice dessous. Et puis Lucas Delez, qui est l'éditeur du magazine au sens où il le possède, et surtout il s'occupe de toute la partie commerciale et pub, Ok. que nous, l'équipe de rédaction, on ne voit jamais. Ouais, donc vous avez vraiment 2 équipes à part qui travaillent pour un même but, en fin de compte. Tout à fait. Mais c'est pas 2 entreprises séparées. C'est pas c'est pas c'est pas Plateau Magazine qui va passer par un éditeur tierce pour se faire éditer. Pas du tout. C'est ça. Et donc du coup, Canard PC, c'est quoi? Vu qu'on est là, on va en parler également, vu que tu travailles avec également. Eh bien, je crois que Canard PC a 20 ans aussi, mais pour le coup, j'en suis moins sûre. Au départ, Canard PC, c'est un magazine consacré aux jeux de rôle, qui lui, pour le coup, paraît en kiosque. Et depuis quasiment une dizaine d'années, Canard PC a commencé à consacrer des chroniques aux jeux de société, au départ dans le magazine principal, et puis c'est devenu, à force, un magazine à part. Donc on paraît 3 fois par an, un hors-série sur les jeux de société et les jeux de rôle. Et il y a également toute une partie qui se fait en ligne. En fait, tout ce qui est dans un magazine finira par être en ligne, mais avec le magazine, ça va plus vite. Oui, bien sûr. Donc du coup, j'avais demandé depuis quand existait 2 plateformes, mais tu viens de nous le dire, hein, plus ou moins. Du coup, c'est ton métier à part entière ou c'est une activité annexe à côté de ton travail? Depuis maintenant 4 ans, j'ai tendance à considérer que c'est ça mon métier principal et que le reste est mon activité annexe. Mais c'est vrai que ça permet pas de se faire un revenu complet. Donc j'ai un certain nombre d'autres activités à côté. À l'origine, je suis sociologue et je travaillais dans l'éducation nationale sur un certain nombre de sujets de coordination de recherche. Et ça, c'est quelque chose que j'ai arrêté il y a 4 ans quand les revenus jeux de société sont devenus suffisants. Mais à côté, il me reste des activités. Je suis également autrice jeunesse de romans, d'albums, mais aussi de spectacles. Et du coup, je suis chanteuse et conteuse pour des spectacles. C'est génial. Tu te produis où comme ça, un peu pour savoir plutôt dans En ce moment, uniquement dans les établissements scolaires, mais ça m'est arrivé de me produire au théâtre à Paris en général. Ah, mais déjà dans les établissements scolaires, c'est exceptionnel, c'est déjà bien parce que ça peut permettre de faire découvrir aux enfants de nouvelles choses également. Et tu dis que tu écris également, tu as des références pour des bouquins ou des noms qu'on puisse retrouver peut-être Oui, j'ai sorti 3 ouvrages qui sont également destinés à la jeunesse. Le dernier est sorti la semaine dernière d'ailleurs, non, il y a 2 semaines maintenant. Il s'appelle Même les dragons pleurent aux éditions Atizès. Et sinon, j'ai publié L'écolier et Amour, amour, amour aux éditions Talent Haut. D'accord. Alors même les dragons pleurent, tu m'as dit. Hop, on va essayer d'aller trouver une page où on peut au moins le trouver, la Fnac ou on a Amazon. Au moins on est sûr que tout le monde le trouvera sur Amazon. Si vous cherchez une lecture, envoyez une. À partir de 7-8 ans à peu près. Les lectures pour enfants, il y en a qui sont très intéressantes. Hein. Je me suis refait il y a pas longtemps Arc-en-ciel, le poisson. J'ai bientôt 30 ans, et je me rappelais pas que le livre était aussi bien écrit. Ah, il est très très chouette. Mais c'est pour ça que je dis bien à partir d'eux, et puis il n'y a vraiment aucune limite ensuite. Moi, pour le coup, j'écris du jeunesse, donc c'est un peu biaisé, mais je lis du jeunesse très très régulièrement. Bien sûr. Moi, je lis beaucoup de fantasy pour adolescents. C'est vraiment exceptionnel aussi, hein, donc je comprends totalement ce que tu veux dire. Du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler dans ce domaine, dans le jeu de société, et plus particulièrement dans le magazine de jeux? Le magazine, c'est un peu un hasard en fait. Je suis impliquée dans le milieu du jeu de société depuis une quinzaine d'années maintenant, puisque je me suis engagée en tant que bénévole dans les premières années de Paris et Ludique, donc qui est un festival de jeux qui s'est installé à Paris et qui fonctionne uniquement sur une équipe de bénévoles pour exister. Donc j'ai fait des explications de jeux en t-shirt orange et la bise à toute la team Paris et Ludique qui est formidable. Et ça m'a permis de commencer à rencontrer des gens dans un milieu que je fréquentais plutôt en tant que joueuse en fait depuis longtemps. Et complètement par hasard, quelqu'un m'a proposé, quelqu'un qui était dans l'équipe de plateau à ce moment-là m'a dit mais je pense que ça pourrait t'intéresser de venir. Et il s'avère qu'à ce moment-là, je venais de finir ma thèse et j'avais du temps que je n'avais pas eu depuis plusieurs années puisque j'étais en thèse. Donc j'ai tenté le coup. Ça m'a effectivement pas mal plu et notamment j'ai découvert que je pouvais utiliser mes compétences de sociologue
dans cette activité de rédaction autour des jeux de société. J'aime bien, par exemple, faire des grosses séries d'entretiens, prendre le point de vue de 10-15 personnes différentes pour essayer de tirer un peu les fils et de faire une synthèse sur un sujet. Et quand ensuite, il y a eu un changement de rédacteur en chef chez Plateau. On me l'a proposé. Il s'avère qu'à ce moment-là, j'étais en fait rédactrice en chef adjointe d'une revue publiée par le ministère de l'Éducation nationale. Donc je me suis dit que j'en étais capable et c'est comme ça que je me suis retrouvée là-dedans. Non, c'est exceptionnel. C'est quand même un parcours qui a des grands écarts, hein, comme on dit. C'est impressionnant. Donc du coup, ouais, t'es vraiment parti vraiment de l'opposé de là où t'es, en fin de compte, par du bénévolat pour arriver vers du professionnel. Enfin, bénévolat. En fait, c'est assez souvent le cas dans le milieu du jeu de société. La plupart des gens qui sont, par exemple, directrices de maisons d'édition aujourd'hui ou qui travaillent dans le milieu, souvent on commence par être ce que le milieu appelle un passionné actif. C'est-à-dire quelqu'un qui va être impliqué dans une association, dans un festival ou faire un peu de création à ses heures perdues. Et c'est une bonne manière de commencer à se faire des contacts et ça peut mener vers une activité professionnelle. Dans le jeu de rôle, c'est à peu près pareil, hein, de toute façon. Donc, Il y a moins d'activités professionnelles dans le jeu de rôle, mais oui. Oui, clairement, il y en a moins. Mais effectivement, c'est un peu le même domaine. Bah, disons que c'est beaucoup d'indépendants dans le jeu de rôle. Donc, Oui. du coup, est-ce que tu as une histoire drôle ou insolite à nous raconter de ton côté? Puisqu'on vient de parler de Paris et Ludique, il y a une histoire que je raconte souvent, qui est que la première année où j'étais bénévole au festival, on était déjà 65 ou 70 bénévoles, et on s'est retrouvés au moment de démonter les barnums avec une seule clé Allen. L'intégralité de l'équipe. Ce qui explique pourquoi moi j'ai toujours aujourd'hui dans mon placard une dizaine de clés Allen et que j'en glisse dans mon sac à main quand je pars en festival. Je comprends. Je comprends très bien. Le temps des chimères, on se rappellera. C'était le tournevis, c'était pas la clé Allen, mais oui, je comprends. Et du coup, est-ce qu'il y a un article dont tu es particulièrement lié? Est-ce qu'il y a un article dont tu es particulièrement fier? Et si oui, pourquoi? Alors déjà, je suis souvent fière des articles qui sont pas à moi. Et ça, c'est un de mes grands plaisirs en tant que rédactrice en chef de Plateau. C'est qu'on a une équipe incroyable qui est extrêmement diverse et qui s'appuie en fait sur toutes leurs compétences de leurs différentes vies professionnelles pour nous produire des articles de fou. Notamment par exemple des articles thématiques sur le spatial. Ben voilà, on a un rédacteur qui est spécialiste du spatial dans sa vie professionnelle, donc il va produire des trucs très très pointus. On a un prof d'histoire dans l'équipe qui va nous aider à aller débunker toutes les représentations stéréotypées, par exemple des cow-boys qu'on va trouver dans les jeux de société. On a une rédactrice qui est spécialiste petite enfance et quand elle analyse un jeu enfant, je me dis ok, j'aurais pu en faire 200 parties, j'aurais jamais compris pourquoi ce jeu était autant adapté aux enfants que ce qu'elle vient de me démontrer. Enfin, c'est vraiment extrêmement agréable cette position de recevoir les articles et d'être émerveillé par ce qu'ils et elles produisent. Concernant mes articles à moi, il y a des jeux de mots chez Canard PC dont je suis très fière parce que c'est une discipline que j'aime bien. Et sinon, je pense qu'il y a un article qui a un peu fait un tournant en fait pour moi dans l'histoire Plateau, c'est quand j'ai commencé à travailler sur les représentations féminines dans le jeu de société, d'avoir ouvert en fait cette branche-là et d'avoir dit dans Plateau on va aussi parler de tous ces sujets-là. C'est vrai que c'était très invisible à une époque et que ça s'avance un peu plus, ça s'ouvre maintenant un peu plus aux femmes. Oui. Parce que c'est vrai que je me rappelle d'une époque, hein, moi il y a une quinzaine d'années, quand je passais dans les festivals qu'il y a à Poitiers, parce que moi je suis sur Poitiers, c'est vrai, on voyait très peu de femmes dans les festivals. Oui, j'ai une copine qui appelle les boutiques de jeux de l'époque la caverne des gobelins pour le coup, parce que quand une femme rentrait dans la boutique, c'était... Bon, ouais, c'est un peu ça, c'est un peu la sensation qu'il y avait à une époque. Voilà, il y a eu des moments où alors aujourd'hui c'est plus facile, mais il y a encore des choses qui ont qu'à moitié évolué. Par exemple, au dernier recensement qu'a fait une chercheuse américaine qui s'appelle Tania Pobouda, j'espère que je ne mélange pas les syllabes, il y avait encore plus d'aliens que de femmes sur les boîtes de jeux. Ah ouais. Tu viens de m'apprendre un truc. Et on a une représentation. Alors, je ne sais pas si c'est le cas dans le jeu de société. Là, j'ai fait un parallèle avec un domaine que je connais mieux, moi, forcément, le jeu de rôle.
Je ne sais pas si c'est le cas dans le jeu de société, mais il y a une hypersexualisation de la femme aussi dans ces domaines-là, où la femme, c'est littéralement un objet pour le jeu. Hein. Bah, pour le coup, je pense dans le jeu de rôle, moins dans la scène indé. Parce qu'il y Oui, a dans quand la même scène pas indé, mal moins, oui. d'autrices sur la scène indé. Ça fait partie des raisons pour lesquelles j'apprécie beaucoup cette scène. Mais c'est vrai que dans les jeux traditionnels, et notamment les trucs des années 80-90, On va pas parler de Fatal, hein, on en parle déjà assez non, souvent. non, non, Alors, on arrête de parler de Fatal. alors, moi je l'aime parce que pour moi, c'est une blague. C'est un item intéressant de conversation et du coup un item intéressant de réflexion. Mine de rien, c'est presque un objet de recherche, Fatal. Vraiment, moi, j'y ai joué que 2 fois dans ma vie, mais à chaque fois que j'y joue, je prends ça comme une blague. Je joue comme une blague. Ça part tellement loin qu'il faut prendre ça comme une blague. Faut pas jouer sérieusement, sinon vous avez un problème. C'est possible de jouer sérieusement à Fatal parce que Il y en la a. quantité de règles du bousin est Il y quand en même a. astronomique. Il y en a. Après, moi, j'aime les règles, mais je peux comprendre qu'il y en a que ça dérange. Mais c'est surtout, il y a certaines règles qui sont limites. Oui. C'est surtout ça le problème. Donc, du coup, on va passer sur ton premier défi. Hein As-tu un des 10 à disposition ou est-ce que tu veux que je le tire pour toi? Bah, je sais pas s'il va être équilibré, mais en vrai, j'en porte un. Tu peux tenter ton coup. Parce que pour le coup, j'ai une cage de l'autre côté, histoire de faire cage rôliste. Mais je sais pas s'il roule encore avec le. Et j'ai pas prévu. Non, mais y a pas de mal, t'en fais pas. Ça me fait penser à Dice Eclipse qui a lancé ses boucles d'oreilles avec des dés artisanaux. Oui, il y en a de plus en plus aussi. Celles-là, quand je les ai achetées, c'était il y a très 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 longtemps, mais maintenant il y en a plein et c'est très très cool. On a reçu la c'est un 6. Un 6. Voyons voir si c'est ce que tu redoutais. Alors, chaos sur la table. Tu vas me donner, je vais te donner, si tu te le sens, sinon je vais m'en occuper, il n'y a pas de souci. Je vais te donner un thème, un mot, et tu vas devoir improviser un petit synopsis ou un petit thème. Est-ce que tu te sens de le faire ou... Pas de souci. Alors, eh bien, on parlait du loup-garou de tierce lieu, on va parler de loup-garou. Hein? Allez-y. Très cher. Ah, c'est dur d'improviser sur les loups-garous parce que c'est une thématique que moi j'aborde pas mal en écriture. Je sais pas à quel point j'ai le droit de rentrer là-dedans, mais je considère que le loup-garou c'est une figure queer en fait. Lâche-toi, voilà, t'es là aussi pour lâcher tes idées, on accepte tout et tout le monde. Chacun a ses avis sur les différentes questions. Moi je suis assez ouvert de tous les avis, tant qu'ils sont respectueux. N'hésite pas à lâcher ton avis, tant que tu es respectueuse avec tout et tout le monde, tu peux lâcher tes avis comme tu le souhaites. Ok. Alors, loup-garou, donc qu'est-ce que tu veux? Tu veux un pitch de scénario? Un synopsis ou autre. Synopsis. Tu peux même créer un personnage loup-garou, à toi de voir. Faut que tu me fasses une petite impro autour du loup-garou. C'est compliqué. Personnage loup-garou. En fait, j'arrive pas à penser à des trucs nouveaux parce que j'en ai déjà trop fait. Mais par exemple, je peux te dire que il y a un truc que j'ai rêvé de faire en scénario pendant très très longtemps. J'ai pas mal fait du loup-garou les déchus. Et que finalement j'ai fait en nouvelle. C'est un groupe de jeunes gens qui partent à la recherche, à la traque d'une troupe de loups-garous pour essayer de venger leur sœur qui aurait été tuée par des loups-garous. Et qui en fait en arrivant et en retrouvant la meute découvre qu'elle n'a pas été tuée par ces loups-garous mais qu'elle a été transformée, avec toute la question de plutôt quelque chose dans l'univers de Hunters the Vigil du coup. Est-ce qu'ils vont mettre en application tout ce qu'ils ont appris sur le fait que les loups-garous sont mauvais et qu'il faut les tuer maintenant qu'ils sont devant ce fait-là? Le monde des ténèbres, hein. Des dilemme sur dilemme, c'est exceptionnel. Ah, bien, écoute, tu t'en es sorti avec brio, je te félicite. Encore une belle idée de synopsis pour nos chers rôlistes, si jamais l'envie vous en dit. Et du coup, nouvelle de Hunt, donc je vous invite à la donner les titres de ces livres tout à l'heure. N'hésitez pas à aller chercher un peu tout ça pour renseigner un peu plus sur son univers. Donc du coup, on va passer sur comment fonctionne et c'est quoi la création d'un magazine, comment on crée un magazine. Donc, combien de personnes travaillent sur un numéro? Toute l'équipe travaille sur un numéro ou c'est un peu dispatché?
Alors, Plateau, en fait, ce qui ça a de particulier, c'est que c'est une équipe de semi-bénévoles. Alors, comme pas mal de trucs dans l'univers ludique, mais en gros, quasiment tout le monde, à part moi, a un métier à côté. Du coup, on travaille sur un numéro avec qui est dispo pour faire quelque chose sur ce numéro et qui a envie de faire quoi. Il faut évidemment à la fin qu'on remplisse le magazine, mais il n'y a vraiment pas d'obligation à produire quelque chose à chaque numéro pour chaque rédacteur ou rédactrice. Ok. Donc du coup, c'est pas aléatoire, mais il faut programmer quand même bien à l'avance, je suppose, pour créer un magazine. Vous y prenez combien de temps à l'avance pour faire un magazine à peu près? On s'y prend alors entre le moment où on commence à récolter les idées et le moment où ça va arriver, notamment aux abonnés, il faut compter 2 mois et demi. Même si parfois pour des articles un petit peu ambitieux, parfois quand on commence à récolter les idées, quelqu'un va débarquer en disant ça fait 2 mois que je travaille sur cet article, donc il est prêt. Ouais. Mais la coordination du magazine, elle se fait globalement sur 2 mois et demi. Bah en vrai c'est bien. Je m'attendais à plus longtemps. Je dois avouer, je m'attendais à plus longtemps. Donc est-ce que vous rencontrez, toi et tes équipes, du coup une difficulté dans la réalisation du magazine? Quelle est votre plus grande difficulté? Si j'étais méchante, je dirais les éditeurs qui aiment pas qu'on dise du mal de leur jeu, mais c'est pas si fréquent. C'est très très frustrant quand ça arrive, mais c'est pas si fréquent. Hasbro sur le dos dans pas longtemps, donc je peux rien dire. À force de taper sur Donjons et Dragons. C'est pas la maison la plus facile à se mettre à dos, hein, parce que pour le coup, ils ont les moyens d'être là. Non, je pense qu'en fait, la plus grosse difficulté aujourd'hui pour nous et pour tout le monde, c'est qu'avec le nombre de sorties qu'il y a, il faut énormément élaguer, essayer de savoir à l'avance ce qu'il y a à raconter sur tel ou tel jeu pour faire des choix. On a 64 pages, les articles ils font entre une demi-page et 4 pages, donc il n'y a pas du tout 64 articles. Et sur un mois, il y a plus que 64 sorties, puisqu'on estime actuellement qu'il y a entre 800 et 1200 sorties de jeux de société par an. Je suis collectionneur de jeux de société, je sais. Je sais. Libellule dans mon cœur. Bon choix. Je suis à Poitiers. Du coup, comment vous choisissez le thème principal? Est-ce qu'il y a déjà un thème principal sur le plateau? Est-ce que vous avez un thème principal ou pas? Et si oui, comment vous le choisissez? Alors, Plateau ne fait pas sa couve sur un thème, mais sur un jeu. C'est une habitude qui a été prise il y a 20 ans et à laquelle on n'a pas touché pour le moment. L'idée, c'est que sur un mois, on va fonctionner avec 4 dossiers. Donc, dossier, c'est rassemblement d'articles reliés par un thème ou quelque chose. Ça peut être, par exemple, on fait un dossier sur un auteur avec une interview de l'auteur et puis des chroniques de différents de ses jeux. Ça peut être, on a fait récemment un dossier sur les champignons. Donc il y a beaucoup de jeux sur les champignons en ce moment. On va en chroniquer plusieurs et essayer de comprendre scientifiquement, écologiquement, comment la thématique est utilisée dans les différents jeux. Sur un éditeur, etc., sur des illustrateurs, illustratrices également. Le jeu de couverture, c'est toujours un jeu, mais il faut toujours qu'il y ait un dossier avec. Et on le choisit tout simplement en discutant en équipe. Alors on essaie que ce soit un jeu pas trop vieux, même si Plateau en tant que tel ne s'interdit pas du tout de parler de jeux plus anciens. On ne court pas du tout après les sorties, parce que de toute façon Internet va faire ça mieux que nous. Donc nous, on a pris le parti de se dire, ok, le jeu il a 1 an, s'il est pertinent, on en parle. Mais le jeu de couve, on essaie quand même de faire en sorte qu'il soit un peu plus récent, et quand on y arrive, parce que y a des mois où il n'y a rien de crucial qui est sorti, donc on fait des couves sur des jeux moins cruciaux, mais quand on y arrive, il faut que ce soit vraiment quelque chose qui a un truc à dire, donc une vraie originalité ou un jeu qui est représentatif d'une tendance qui est en train de se dessiner ou quelque chose dans ce genre-là. D'accord. C'est ok. Je m'attendais pas à ça. Je pensais que vous alliez chercher plus dans l'actualité, beaucoup plus dans l'actualité, mais ok, c'est super intéressant. L'actualité, mais l'actualité sur 6 mois ou sur 1 an, quoi. C'est de l'actualité. C'est un truc qui est très très important pour nous, c'est que en fait, les sites web, comme en plus on peut parfois avoir les jeux un petit peu en avance pour en parler, le jour où le jeu sort, l'article sort. Nous, comme je t'ai dit, il y a 2 mois et demi entre le moment où on propose les articles et le moment où on imprime, parce que on maquette, on imprime, etc. Tout ça prend du temps. On est une équipe qui est répartie un peu partout, en France, en Belgique et en Suisse, donc il y a déjà du temps d'acheminement des jeux, etc.
il fallait on n'avait pas le choix que de se dire parfois on va parler d'un jeu 6 mois après la sortie, 9 mois après la sortie, etc. Et en fait, on en a pris notre parti en disant nous, ce qu'on veut faire, c'est aller plus loin sur un jeu que juste on a fait 2 parties et on vous en parle. On va en avoir fait énormément de parties, on va s'être intéressé au contexte du jeu, à sa création. Enfin voilà, c'est ce qu'on essaie de développer. Ouais, vous approfondissez plus le côté social, hein, comme tu disais tout à l'heure, et peut-être culturel autour du jeu. Exactement. Ce qui est intéressant parce que ça apporte une autre dimension au jeu et une nouvelle approche parce que vous voyez, tel jeu est sorti. Bah ouais, mais comme tu disais tout à l'heure, Internet peut le faire. Alors que l'approche que vous avez permet effectivement de découvrir d'autres choses. Ce que je trouve super intéressant pour le coup là-dessus, Plateau, bravo. On n'est pas seul à le faire, loin de là, mais voilà, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire tous les mois. Oui, vous n'êtes pas le seul, mais déjà le fait que vous fassiez, c'est bien. C'est surtout ça. Et du coup, c'est pareil chez Canard PC, vous fonctionnez pareil du côté de Canard PC? L'RPC, on a un thème pour le coup. Le dossier central du magazine, donc qui va faire la couverture, n'est pas sur un jeu, mais sur un thème. C'est complètement l'inverse. Donc par exemple, récemment, on a fait une couve sur Warhammer 40K, qui tenait beaucoup à cœur à notre rédac chef. Qui voulait démontrer que finalement c'est pas si faire, c'est pas si compliqué. On a fait une couve sur le futur du jeu de société, on avait fait une couve sur comment on fait pour jouer quand on n'a pas beaucoup d'argent. Voilà, on prend plutôt des thématiques pour faire ce dossier principal, et puis ensuite on décline le numéro en fonction pour le coup des jeux qui sont sortis, avec une attention un petit peu plus forte portée à l'actualité, parce que sur Canard PC on est une équipe pro. Et du coup, on peut beaucoup plus se permettre de dire, il y a un jeu, il va arriver, en 10 jours, t'en as fait 15 parties, et ensuite t'écris. Ouais. Ok, donc c'est... Ok. Donc ouais, la façon de travailler est quand même assez différente d'un médium à l'autre. Tout à fait. Du coup, Canard PC, on parlait du magazine avec Canard PC, mais côté YouTube, parce que Canard PC c'est aussi sur YouTube, il y a une section jeux de société du coup sur YouTube aussi avec Canard PC? Il y a uniquement un live à chaque fois qu'on sort un numéro en kiosque, où on présente un peu le numéro et où on développe un peu sur l'actualité. On n'a pas de live régulier là-dessus. Donc du coup, je suppose que pour choisir vos articles, notamment pour le plateau, c'est comme pour les couvertures? Comment vous choisissez vos... Oui, c'est ça. C'est en fonction de l'intérêt. En fait, tout simplement, on a un forum, on lance là, on va commencer à préparer tel numéro pour telle deadline, qui a envie de quoi. Et les rédacteurs et rédactrices arrivent en disant moi, j'aimerais faire 3 pages sur ça, j'ai envie d'aller interviewer Machine, j'ai envie de parler de tel jeu, j'ai reçu récemment tel jeu, donc je vais développer tel axe. Enfin, voilà, c'est... Et du coup, les personnes qui ont l'abonnement ont moyen de vous contacter pour vous proposer des jeux duquel parler ou pas du tout, c'est que dans vos équipes? Alors, on prend pas d'articles venus de l'extérieur, ou très peu. Mais des thèmes. Par contre, en fait, ce qui se passe, comme à peu près la plupart des médias du milieu, c'est que les maisons d'édition nous envoient des boîtes. Autant Canard PC va sélectionner très précisément les jeux dont on a envie de parler qui sortent dans les 3 prochains mois, et on va aller demander jeu par jeu aux maisons d'édition, on voudrait celui-là. Autant Plateau accepte aussi que les maisons envoient des boîtes. Si on la reçoit, on s'engage à y jouer, et dans une immense majorité des cas, ça donne lieu à un article. Il faut vraiment qu'il y ait soit un gros souci avec le jeu, soit juste il n'était pas très intéressant et on n'a vraiment pas la place cette année. Pour que ça paraisse pas. Ça nous permet aussi d'avoir l'œil un peu sur les beaucoup plus petites productions. Des choses dont on n'entend pas parler si l'éditeur nous envoie pas un mail en disant moi j'ai fait ça, est-ce que ça vous intéresse? Oui, toujours. Je veux toujours voir ce qui se fait dans les petites maisons. Ok. Donc du coup, après, l'écriture, ça se passe comment? Du côté écriture après d'un article? L'écriture, ça se passe chacun chez soi déjà. On n'est pas, quand je dis la rédaction, c'est pas un open space avec plein de PC et plein de gens qui tapent très vite. C'est moi dans mon salon, Bidule dans sa chambre et. Ouais, vous n'avez pas, pas de quartier général, on va dire. En fait, le magazine est belge à l'origine, donc il y a un quartier général en Belgique où par exemple les numéros qui sont imprimés vont arriver et ils vont pouvoir être mis dans les enveloppes avant d'être envoyés, etc. Mais il y a vraiment que Lucas qui est là-bas. Nous, on est tous répartis en France et en Suisse, donc on pourrait pas faire ça. Et du coup, l'écriture, chacun écrit dans son coin ce qu'il ou elle a envie d'écrire. Parfois, on fait des articles collectifs.
Et le point central de tout ça, c'est qu'à un moment, ça passe par moi qui vais faire la première étape de correction. Donc à la fois correction qu'on appelle orthotypo, c'est-à-dire grammaire, orthographe, et puis tous les trucs de là l'apostrophe est pas courbe, enfin des trucs qui n'amusent que les spécialistes, et je fais partie des gens que ça amuse beaucoup. Et puis également potentiellement proposer des restructurations de l'article ou vérifier que telle phrase, ce qu'on comprend, c'est bien ce que la personne a voulu dire, etc. C'est le premier travail de rédac chef. Ok, je vois. Ouais, donc assez libre en fin de compte. Structuré Oui. mais libre, je dirais. Exactement. Après, il y a toujours une possibilité. Je veux dire, si quelqu'un me dit est-ce que je peux t'envoyer le plan pour qu'on en parle avant que j'écrive, évidemment c'est possible. Mais plateau, c'est très très libre parce que déjà les gens sont semi-bénévoles. Donc on est payé pour certains articles mais pas pour tous. Donc moi je dis semi-bénévole. Voilà, c'est toujours la complexité du concept. Et du coup, il y a un cadre, évidemment. Il y a ce à quoi doit ressembler un article. La longueur, par exemple, c'est non négociable. Le ton du magazine et sa ligne éditoriale, c'est à respecter. Mais le contenu, et notamment, évidemment, sur ce qui est de donner son avis sur les jeux, c'est l'avis de la personne qui écrit et c'est l'avis de personne d'autre. Si moi, quand je reçois le texte, je vois que la personne a été dithyrambique envers un truc que j'ai détesté ou inversement qu'elle descend un jeu que j'adore, surtout je n'y touche pas. C'est absolument essentiel. Oui, bien sûr. Du coup, on a parlé du temps pour publier un magazine, mais un article, ça met combien de temps à peu près à l'écrit? Un article, ça met entre... C'est terrible ce que je vais dire. Entre un quart d'heure et 6 mois. C'est ce que tu veux dire. Alors, il y a toujours un quart d'heure, c'est pas vrai. Un quart d'heure, c'est pour le gimmick, parce que si c'est un article d'un quart d'heure, c'est que c'est juste un article sur un jeu, et on y a joué. Donc forcément, ça nous a pris quelques dizaines de minutes pour les petits jeux et quelques heures pour les gros jeux avant. On s'engage à faire 4-5 parties minimum d'un jeu avant d'écrire dessus pour être sûr de ce qu'on raconte. Donc il y a toujours forcément ce temps de jeu. Et puis il y a des articles qui sortent tout seuls parce qu'on est très au clair sur ce qu'on veut raconter et qui vont très vite. Il y a des articles qui vont nous faire peiner pendant des heures parce que chaque mot on n'est pas très sûr. Et puis il y a les articles qui vont avec des enquêtes. Et là, pour le coup, ça peut être très très long. Par exemple, quand récemment, je sais plus ce que j'ai fait récemment, pardon. Il y a très longtemps, allez, comme ça je suis sûre de mon exemple, j'avais fait un article sur la production écologique des jeux de société. Qui maintenant est un peu un sujet partout, mais qui à l'époque, on était en 2019, commençait à peine à émerger. J'avais interrogé 12 personnes. Donc 12 personnes, c'est 12 prises de contact, 12 interviews au téléphone, donc entre une demi-heure et 1 heure d'interview, 12 retranscriptions, parce que ça c'est ce que j'ai gardé de mon métier d'avant, je veux être un peu précise sur ce que je retranscris, et ensuite un travail de synthèse, alors une partie intellectuelle que mon cerveau fait tout seul pendant que je fais la vaisselle, et puis une partie vraiment devant l'écran à taper. Du scribe, effectivement, je vois ce que tu veux dire. Donc ouais, effectivement... Enfin, si t'écris des jeux de rôle, je pense que tu connais exactement le concept où il y a certaines phrases qui prennent 2 heures et puis il y a certaines phrases, en fait, elles sont faites dans ta tête, tu sais pas d'où elles viennent, mais là, t'es sûr que c'était ça. Si je peux donner un exemple, moi, à la base, je crée des jeux de rôle sur mesure. Et c'est un truc que je dis régulièrement, c'est faire un jeu de rôle en 24 heures, ton jeu, il est prêt. En 24 heures, je crée un jeu, il n'y a pas de souci. Le jeu, il est équilibré, il est jouable, tu peux y jouer. Mais après, écrire la façon pour que ça soit propre dans le manuel et ça c'est long. Mais créer le jeu, c'est rapide. En 24 heures, ton système de jeu, il est créé. C'est des Lego, c'est le principe des Lego. De toute façon, c'est toujours un jeu de rôle, c'est toujours les mêmes pièces. T'as des variantes de chaque pièce, mais c'est les mêmes pièces en fin de compte. Donc effectivement, ouais, je vois ce que tu veux dire et je suppose que pour le magazine de jeu de magazine, ça doit être à peu près pareil. Ça doit être, tu dois avoir ton interview, ce que tu vas mettre en place mentalement, puis après ce que tu vas écrire. Et c'est 3 choses différentes. Par exemple, une chronique de jeu de société, c'est une structure où il y a un petit chapeau où on explique ce que c'est que le jeu, rapidement ce que c'est que le jeu et pourquoi on en parle. Une partie où on fait en sorte que les personnes comprennent rapidement la mécanique, parce que sinon, quand on va expliquer ce qui est bien et ce qui est pas bien, si on sait pas comment on joue, personne comprend rien. Et ensuite, la partie où on donne un avis. Donc, tu as effectivement tous ces trucs-là qui sont un peu... qui reviennent à chaque fois, en tout cas. Ouais, bien sûr.
Ok, c'est super intéressant du coup. Et du coup, la création d'un magazine, ça vous coûte combien? Ça doit avoir un coût, je suppose, de créer un magazine? La Ça dépend de ce que tu appelles création. L'impression a un coût. Hmm. La maquette pourrait en avoir un si on fonctionnait avec un maquettiste ou une maquettiste externe. En l'occurrence, c'est l'éditeur qui maquette. Donc c'est son salaire de sa société, Ouais. etc. Et puis il y a le coût de l'équipe. Donc, ouais, donc il y a un coût global, mais ça doit être aussi amoindri par le fait que, bah, par exemple, l'éditeur s'occupe de la maquette. C'est cela? Tout à fait. Et alors après, c'est pas que je veux pas te donner de chiffres, c'est que comme je disais tout à l'heure, on met vraiment un point d'honneur à séparer le commercial du rédactionnel, donc je les ai pas. Non, mais il n'y a pas de souci, il a pas de souci, je comprends très bien. Mais ça permet aussi de comprendre que bah, les chiffres, on peut pas, tu ne les as pas forcément, tout le monde les a pas. Et déjà, l'exemple que tu as donné de qu'est-ce que vous financez, hein, les équipes d'un côté, la maquette et ça a des coûts, hein, tout simplement. Faire comprendre aux gens que chaque étape a un coût aussi. Hein. Oui, tout à fait. Bah, le papier a un coût particulier qu'on visualise. C'est qu'à un moment, on passe par l'imprimeur, il nous demande de l'argent. À un moment, on amène les magazines à la poste. Évidemment, la poste nous demande de l'argent. Mais mine de rien, les personnes qui passent par Internet ont des coûts aussi de serveurs, d'informaticiens. Enfin, il y a, voilà, c'est C'est ça. pas. Et déjà, comme tu disais, hein, beaucoup des jeux que vous testez, c'est des jeux qu'on vous envoie aussi. Déjà, ça réduit Oui, aussi peut-être les coûts. C'est bête, mais ça réduit quand même bien parce que acheter oui, les oui, tout à jeux. fait. C'est une vraie question en fait que se pose la presse ludique. Est-ce qu'on accepte de dépendre des maisons d'édition pour nous envoyer des jeux? Parce que si on en est réellement dépendant, c'est-à-dire bêtement, si je me dis ah mais si je me fâche avec cette maison d'édition en écrivant du mal d'un jeu, ils vont plus jamais rien nous envoyer et du coup on est coincé, c'est un problème. Mm. Mais d'un autre côté, si on devait tout payer, si on devait faire en sorte que le magazine paye l'intégralité des jeux dont on veut parler, on tiendrait pas. Mhm. Ah oui, bien sûr. Si c'est que c'est bête à dire, hein, mais il y a des jeux de société qui sont pas chers, mais en moyenne, un jeu de société c'est 30-50 € selon les jeux. Hein. Ça revient très vite cher, hein, les jeux de société, donc. Ça peut monter beaucoup plus loin que ça parce Ah oui. qu'actuellement il y a pas mal de trucs, des anciens Kickstarter qui arrivent en boutique, etc. Enfin, faut penser que aujourd'hui il y a des boîtes de jeux à 250 €. Ah oui. Sans parler des boîtes de collection qui peuvent monter, et je vais pas dire les prix parce que c'est moi qui ai fait une syncope. Tout à fait. Voilà, donc Oh. après, voilà, notre parti pris, c'est de fonctionner avec ces boîtes envoyées par les maisons d'édition, donc ce qu'on appelle des services de presse, exactement la même chose que ce qu'ils font dans le monde du livre. Et pour le coup, on considère que c'est pas gênant. Je sais qu'il y a d'autres médias qui considèrent que ça peut être gênant. Nous, on s'est fait notre éthique par rapport à ça, sur le fait que ils sont jamais obligés de nous les envoyer. Quand ils nous les envoient, la seule chose à laquelle on s'oblige, c'est en parler. C'est pas en dire du bien, c'est pas en dire du mal, c'est en parler. Et avec le nombre de sorties qu'il y a tous les ans, j'espère que les éditeurs sont conscients que si un jour ils décident d'être très fâchés et de plus rien nous envoyer, tout ce qu'ils vont gagner, c'est qu'on parlera pas de leur jeu. Et à mon avis, c'est plus eux qui sont embêtés que nous. Sans citer de nom, par respect quand même, il y a déjà eu des éditeurs ou des créateurs de jeux avec qui vous avez eu des soucis comme ça? Ça dépend ce que tu appelles des soucis. Nous, on a de temps en temps des petits mails énervés. Voilà, c'est pas. Nous, c'est le pire qui nous est arrivé. Ouais. Il y a d'autres médias où il y a un média où c'est assez connu qu'il y a eu un procès. Perdu, évidemment. Ok, ah, je savais pas. Ça, je savais pas, tu m'apprends un truc. Un média connu, je suppose? On va pas citer les noms par respect, mais je suppose que c'est assez connu s'il y a eu un procès. Non, un média web où vraiment une maison d'édition a pas apprécié et a tenté de les attaquer. Je crois que ça devrait pas me choquer vu le nombre dans le thème à côté qu'on a avec le jeu de rôle, vu le nombre de procès qui est en cours. Ça devrait pas me choquer. Mais je trouve ça fou de se dire que les maisons d'édition sont aussi agressives pour des gens qui. Non, il y en a pas beaucoup. Honnêtement, il y en a pas beaucoup, ne serait-ce que parce que en fait, c'est à mon avis juridiquement pas malin et en matière d'image publique vraiment pas malin. Donc c'est
c'est pas du tout la majorité. Moi, je te dis vraiment, le pire qui puisse arriver chez Plateau, c'est un éditeur, quand tu le vois en festival la fois d'après, qui fait ouais, l'article sur ça, et puis Qui bon, râle un peu, puis... c'est ça. S'il a besoin de râler, moi, il n'y a pas de problème, donne-moi un café, je te donne 10 minutes pour râler. Pas un souci. Et du coup, effectivement, je comprends totalement ce que tu veux dire. Mais oui, du coup, tu dis, comme tu disais tout à l'heure, hein, Hasbro, ils n'ont pas de raison de se fâcher vu qu'ils ont les moyens, effectivement. Je dis ça, mais effectivement, que ce soit dans tous ces thèmes-là, de toute façon, effectivement, c'est pas des gens qui vont s'énerver facilement. Et du coup, on parlait du coût du magazine, et du coup, le coût de l'abonnement, on va parler quand même un peu de ce côté. Combien coûte l'abonnement de chez Plateau pour que les gens puissent y avoir accès? Oui, alors, je vais vérifier pour être sûr de ne pas dire une bêtise à quelques euros près. Mais l'abonnement à Plateau pour 1 an, il est à 85 €, frais de port inclus, pour France et Belgique. Ok. C'est pas de la discrimination s'il est plus cher pour l'abonnement Monde, c'est la Poste. Vous vous adressez directement à la Poste si vous voulez vous plaindre. Québec, désolé. Mais du coup, voilà, 85 € pour 10 numéros par an. Chaque numéro comporte 1 ou 2 petits goodies, donc cartes promotionnelles, tuiles promotionnelles, etc. Et on est en train de travailler à une version web pour pouvoir avoir un abonnement moins cher pour les personnes qui ne seraient pas en mesure de se payer cet abonnement ou simplement qui préfèrent lire sur leur tablette ou sur leur PC. D'ailleurs, on parle de coût, tu parles de coût monde. Les dom-toms, c'est considéré comme coût France ou comme coût monde, les dom-toms, du coup? Tu sais pas? Je pense que je suis pas sûre, mais je crois que légalement, les services postaux sont obligés de considérer que c'est un coût France parce que c'est la France. Oui, bien sûr, mais comme il y a le trajet du papier. Oui, je voudrais pas m'avancer parce que c'est vraiment le genre de choses où ils peuvent être un peu étranges. Donc pour les viewers, vous avez quelque part dans le chat, alors on n'a pas le chat autour de nous, j'allais dire le chat, mais non, vous l'avez dans le chat. Je viens de vous mettre le site du plateau pour ceux qui veulent commander. Un peu plus tôt, je vous ai mis aussi les réseaux de Hunt, du coup, et du Canard PC, ainsi que donc le dernier livre que tu as écrit. N'hésitez pas à aller voir. Du coup, au niveau des images pour le magazine derrière, comment ça se passe? C'est peut-être une question que j'aurais dû poser avant d'ailleurs. Mais au niveau des images, comment ça se passe pour imager le magazine, tout simplement? C'est une très vaste question. En fait, le plus souvent, on prend soit des photos nous-mêmes, soit des photos issues de banques d'images que les maisons d'édition nous mettent à disposition. C'est pas encore un réflexe de toutes les maisons d'édition de mettre à dispo des images de bonne qualité. Et notamment, comme on est un magazine papier, on a besoin d'images de qualité print. C'est pas exactement la même chose qu'une image de qualité web. Donc c'est quand même un temps qui est pas négligeable dans la constitution du magazine que d'aller chasser les images. Ça peut nécessiter de renvoyer un certain nombre de mails aux maisons d'édition sur alors j'ai bien vu qu'il y avait 3 fichiers sur ton site, mais est-ce que je pourrais avoir du HD, etc., etc. On a aussi des rédacteurs, des rédactrices qui prennent eux-mêmes des photos. Ce qui permet d'avoir des photos plus originales, de faire un zoom sur un élément matériel qu'on a trouvé particulièrement cool ou sur une situation de partie. Et c'est vraiment super quand c'est possible. Personnellement, voici mon unique appareil photo et ça fait pas du tout de la qualité print. Donc voilà, on est aussi obligé de fonctionner avec ce que les maisons d'édition mettent à disposition. Ah de toute façon, on a des téléphones qui aujourd'hui font de la très bonne qualité vidéo et photo, mais à côté... Pas le cas du mien. Mais le mien non plus, puis qu'on le veuille ou non, mais, toute qualité à part, on fera pas aussi bien qu'un appareil photo professionnel. Ah non, c'est sûr. Parce que entre ça et un appareil professionnel qui fait déjà 5 kilos, enfin 3 kilos, il y a une différence. Mais ça se développe et vraiment merci aux Respocom qui mettent un point d'honneur à faire ça. Il y a des maisons d'édition qui font des séances shooting spécifiques ou qui au moins ont des bases de photos presse très très propres, très bien rangées avec plein de trucs dessus. On vous aime. Non, c'est bien. Et du coup, vous essayez tous les jeux qu'on vous envoie? Dernière question. Oui, on essaie forcément. Alors quelqu'un essaye forcément tous les jeux qu'on nous envoie.
Ok. Donc on est, je te disais, une équipe d'une grosse dizaine de rédacteurs-rédactrices. Pour Plateau, en fait, le process, c'est que les jeux, ils arrivent en Belgique. On se fait un petit fichier de sondage dans lequel chacun dit « Ah, ce jeu-là, j'ai vachement envie de l'essayer. Je pense que j'ai un truc pertinent à dire dessus. Je suis spécialiste du deck building. Je suis spécialiste de telle mécanique. Donc, ce serait intéressant que ce soit moi qui l'ai pour pouvoir faire une comparaison avec plein d'autres trucs. » En fonction de ce tableau-là et en essayant d'être aussi équitable que possible, on répartit. Donc moi et mon collègue rédacteur en chef, on répartit les jeux dans l'équipe, on les envoie et pour le coup, chacun s'engage à jouer à tout ce qu'il reçoit. Oui. Et à écrire quasiment sur tout ce qu'il reçoit, comme je te disais tout à l'heure. Ça veut pas dire que du coup, moi, j'ai joué à tout. Personne dans l'équipe n'aura joué à tout, mais quelqu'un dans l'équipe aura forcément joué. Il y a vraiment rien qu'on oublie dans un coin. C'est important pour nous de pas le faire. Il y a une question que j'ai oublié de mettre dans le speech que je t'ai mis, c'est la question qui fâche, mais que je pose à tout le monde, en fonction de son thème. C'est la question qui fâche. L'IA au niveau des magazines, ça se passe comment? Parce que je sais que c'est utilisé par certains, pas du tout pour d'autres. Et comment c'est vu dans votre domaine? Surtout, comment c'est vu dans votre domaine? Pour ce qui est d'écrire, on fait pas ça. Alors, il y a ce que moi je pense de l'IA. Ce qui m'obligerait à utiliser des mots que la morale réprouve. J'ai d'ailleurs écrit un article sur l'usage de l'IA générative d'images pour les illustrations de jeux de société dans Canard PC, je pense que c'était cet été, donc du coup il doit être en ligne actuellement. Pour rester poli, l'IA c'est un questionnement juridique et éthique qui n'est pas résolu. Là, c'est ce que je peux vous dire de plus neutre, c'est ce questionnement n'est pas résolu. Ce que je peux vous dire de moins neutre, c'est du vol, c'est de la merde. Mais en l'occurrence, juridiquement, c'est pas résolu. Ce qui est sûr, c'est que c'est une catastrophe d'un point de vue écologique. Une image générée par IA, ça peut représenter jusqu'à 522 charges de téléphone portable en matière d'énergie consommée. Et je parle pas de l'eau. Donc voilà, c'est énorme. Il y a plein de raisons de ne pas être pour l'usage de l'IA. Il y a une autre raison de ne pas être pour l'usage de l'IA en presse magazine pour les textes, c'est que pour l'instant, elle ne sait pas faire. C'est un bon outil, mais ça ne remplacera pas jamais la personne. Voilà, elle fait des textes, elle fait des textes qui sont structurés, elle fait des textes où on retrouve des arguments, mais par exemple, l'IA va aller collecter ce qu'elle trouve sur internet sur le jeu en question, ça signifie que 9 chances sur 10, elle va ressortir l'argumentaire éditeur. Donc c'est pas de l'info. Et nous, c'est pas ça qu'on veut produire. Ça veut pas dire que de temps en temps, s'il y a une image qui est vraiment de mauvaise qualité, il n'y a pas un petit coup d'IA qui peut passer dessus pour réussir à régler un coin. Voilà, ça c'est des choses... moi, j'ai pas la main dessus, donc je peux pas vous dire que ça arrive pas, j'en sais rien. Par contre, nous, ce qu'on écrit, on l'écrit. C'est un outil, c'est un truc nous qu'on dit régulièrement sur la chaîne, c'est que l'IA est un outil qui peut être utilisé de plein de façons. Moi, je vais donner l'exemple de mon côté, dysgraphique, dysorthographique. Clairement, mes textes, je les écris, mais elles passent par l'IA pour la correction. Puis derrière, mais c'est que de la correction. C'est vraiment, elle sert surtout à ça, parce que sinon, t'aurais pas pu lire mes mails, t'aurais pas pu les lire. Pourquoi pas? En l'occurrence, on n'a pas du tout besoin de ça parce qu'on est une équipe de 3 personnes à être certifiés lecteur-correcteur. C'est mon cas et c'est le cas des 2 personnes qui me secondent là-dessus. Donc, c'est pas un besoin qu'on a, mais je comprends que ça puisse être un besoin. C'est un outil. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui prennent l'IA comme argent comptant. Donc, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, ce que je dis aussi, ce que je disais dans l'article dans Canard PC, c'est qu'en fait, c'est pas... Il n'y a évidemment pas tout à jeter dans l'IA, mais que comme écologiquement, on ne peut pas soutenir tous les usages de l'IA, peut-être que je préfère qu'elle soit utilisée pour détecter des cancers que pour faire des illustrations de jeux ou des textes, tu vois. Puis il y a un truc aussi, tant qu'on est sur le jeu de société, et c'est valable pour le jeu de société, le jeu de rôle, mais sur tous les modèles, c'est que vendre un produit qui a été imagé ou texté par de l'IA, c'est pour moi inadmissible. Tu peux te faire une petite idée de ce que tu veux avec, à la limite, pour te donner toi en référentiel dans tes archives personnelles en référentiel, mais vendre un truc imagé par ça, c'est inadmissible. Il y a des gens qui le font et je suis pas là pour juger les pratiques des uns et des autres. Personnellement, je consomme pas. Ah, bien sûr. Mais je consomme pas non plus à partir du moment où c'est vendu avec du matériel IA dedans.
je comprends totalement ce que tu veux dire pour le coup. Même si des fois, ils s'en cachent bien. Oui, Certains, c'est pas simple, hein. il y en C'est a effectivement pas certains. simple. Du coup, on va passer maintenant la question qui fâche. On va passer à la prochaine section, mais avant cela, petit dé. Allez, Petit dé, petit dédé, petit défi. le dé a dit 8. Le 8, JDR ou non. Je vais te lire le titre d'un jeu de rôle, vrai ou inventé, et tu vas devoir me dire si c'est un vrai jeu ou non. Oh, trop chouette. Donc, on va aller voir un peu ce que je peux te proposer. Qu'est-ce que je peux te proposer dans la petite liste que j'ai de côté là? Voyons voir. Un petit truc sympathique. Lequel j'ai? Allez, on va partir là-dessus. Hop. Oh, si, celui-là est pas mal. Dumb Dare and Silly Side Quest. Bon, j'ai envie de considérer qu'il y a moyen que ça existe. Alors, effectivement, ça existe. Alors, c'est pas un jeu de rôle à proprement parler. C'est des petits défis et des quêtes secondaires qu'on peut ajouter. C'est un add-on pour jeu de rôle. Ok. C'est un petit lot de cartes que vous pouvez retrouver. Le lien qui est en dessous, par exemple, pour aller à Philibert, par exemple. Ou vous pourrez retrouver le plateau d'ailleurs chez Philibert. Il y a Tout un à fait. lien plateau magazine chez Philibert. Où, donc pour une vingtaine d'euros, vous avez, je crois que c'est une centaine de cartes qui vont vous donner des petites idées stupides au possible pour agrémenter votre jeu, les Dumb Dare, du coup, ou alors des petites side quests assez amusantes à ajouter dans votre jeu. Et ben bravo, tu ne t'es pas fait avoir par les noms idiots. C'est bien, c'est bien. Il y en a qui se font avoir plus facilement. Ce que j'aime bien en plus avec tous ces petits trucs de petits à côté pour jeux de rôle, etc., c'est que c'est une mine d'or pour une romancière. C'est-à-dire que vraiment, quand j'ai pas d'inspiration, je chope mes outils d'aide au MJ et puis je tire 3 trucs et je me dis ok, qu'est-ce que je peux faire avec ça, et ça me relance l'imagination. Finalement, ça sert à tout. Les story dice. Hein. Avec Story Dice, évidemment. C'est exceptionnel. Donc du coup, on va parler marché et évolution du marché du jeu de société. Donc aujourd'hui, toi, comment est-ce que tu vois le marché du jeu de société? Comment il évolue de ce que tu en vois de ton côté? Plutôt à la baisse, plutôt à la hausse? Un marché qui évolue dans Le quel marché sens? en lui-même, il s'est un peu resserré, contracté, comme disent les économistes, en 2022-2023, mais finalement pas tant, si je me souviens bien. En gros, il y avait eu un tel boom en 2020 que c'est un peu retombé après, mais c'est pas redescendu plus bas que ce que c'était avant. Il y a eu un C'est pas boom en redescendu 2020. au niveau. Il y a eu un boom en 2020, évidemment. Il y a plein de gens qui brusquement, enfermés chez eux, ont ouvert les placards et ont découvert qu'ils avaient des jeux de société, et qui, une fois qu'ils avaient fait 50 parties du seul jeu qu'ils avaient dans le placard pendant le premier confinement, sont vite allés en boutique entre 2 confinements pour avoir autre chose. Mais du coup, les jeux de société ont quand même beaucoup évolué. Et le côté magazine, du coup, de ce côté-là? Du côté magazine, c'est moins évident parce qu'en fait, Plateau, on sait qu'on est cher. On en est tout à fait conscient. On peut pas faire autrement, mais on est conscient qu'on est cher. Et avec ça, du coup, on n'a pas un boom d'abonnés. On a un nombre d'abonnés qui a augmenté sur les 10 dernières années de façon honnête, mais pas. Mais a priori, de ce que j'entends des autres médias, en fait, il n'y a pas la partie payante des médias n'a pas un public qui grimpe aussi vite que ce que le public du jeu de société grimpe. Ouais. Après, on est fonctionnel. On a surtout, je pense, actuellement une vraie valeur ajoutée. Il y a plein de gens qui sont vraiment pas prêts à nous lâcher parce que justement, comme il y a énormément de sorties, c'est important de pouvoir faire le tri. Plateau est pas mal lu, notamment par des ludothécaires, donc des personnes qui l'utilisent comme outil de veille professionnel. Ça, c'est une sacrée fierté pour nous. Et puis, d'un point de... Non, je ne sais plus je ne sais plus où allait cette phrase. On va considérer que ma phrase s'arrêtait au point d'avant, désolé. Il n'y a pas de mal, t'en fais pas.
Ok, donc vous considérez comme un magazine cher. J'aurais pas pensé, parce que je trouve le prix, pour le coup, moi, de mon côté, pour un magazine spécialisé, assez raisonnable. Mais Je sais pas, je sais que les magazines qu'on trouve en kiosque vont généralement être moins chers que ça quand même. Alors déjà parce qu'on paye pas les frais de port, du coup forcément on a l'impression que c'est moins cher. Et puis en fait on n'offre pas une réduction de tarif sur l'abonnement qui est forte par rapport à ce qu'est un prix au numéro. Nous, ce que Plateau a choisi, et il l'a choisi largement avant que j'arrive, donc voilà, je ne sais pas exactement comment ça s'est fait, mais ce que Plateau a choisi, c'est d'avoir une formule d'abonnement où, quand on prend un abonnement, régulièrement dans des offres spéciales, on peut avoir des jeux offerts avec. Mais le prix de l'abonnement, on a 10 numéros par an, le prix d'abonnement, c'est 10 fois le prix d'un numéro, et c'est prêt de port. ouais, ça me choque pas. C'est pour ça Voilà. que je trouve pas que le prix est Mais si excessif. c'est pareil, je veux pas rentrer dans des aspects sociopolitiques, mais en fait, plus personne n'a de thunes. Euh, avec 1200 sorties par an, que parfois les gens en festival passent devant Plateau et me disent bah oui, mais pour ce prix-là, je préfère m'acheter 2 jeux. Je comprends. Oui, totalement, Voilà. attention. C'est pas moi qui vais le dire le contraire, hein. Je suis collectionneur de jeux de société, ça fait 3 ans Voilà. que j'en ai pas acheté parce que je préfère payer mon loyer, tu vois. Voilà, non mais voilà, on est. C'est pour ça que moi je suis complètement Mais, prête à reconnaître qu'on est cher. On n'est pas cher au sens on fait une marge de fou, c'est sûr, mais je suis consciente que c'est pas un truc que tout le monde mais, peut se permettre. mais c'est pour ça Et que moi c'est c'est. Vas-y, fini. Excuse-moi, je t'ai Et c'est coupé. pour ça qu'on est d'ailleurs très très heureux d'avoir dans nos abonnés des cafés-jeux, des ludothèques, etc. où on sait qu'un numéro va pouvoir être lu par pas mal de monde. Mais c'est pour ça que moi j'en reviens au fait que moi je vous trouve pas cher, c'est que moi je mets à part ce que les gens ont en argent du prix du magazine. Le prix du magazine en lui-même est pas cher par rapport à ce qu'il représente, à ce que vous faites. Le magazine n'est pas cher. Les gens n'ont pas d'argent pour l'acheter, mais ça fait pas du magazine quelque chose de cher. De toute façon, on le sait très bien, le jeu de société, le jeu de rôle, les loisirs en général, aujourd'hui c'est un luxe. C'est terrifiant de se le dire, mais c'est un luxe. Et c'est pour ça que, apporter à ce luxe, le magazine spécialisé est encore plus un luxe, parce que pour le coup, tu vas pas jouer dans ton magazine, malheureusement. Il y a moyen, je suis sûr qu'il y a moyen, mais De temps en temps, on a des petits jeux en page 6, mais voilà, ça dépend des numéros. il y a moyen de faire mieux. Une fois que le magazine est lu, bon, c'est triste de le découper pour en faire des collages, mais. Ah non, 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 oui, et puis par exemple, je sais pas si tu connais un jeu qui s'appelle Nouvelle Contrée, qui est un jeu qui sert à jouer dans un livre. On peut Oui, si, parfaitement oui. jouer dans un numéro de plateau. Ah oui, totalement. Donc, tout simplement, il y a pas mal de choses à. Il y a pas mal de choses à faire. Donc, mais effectivement, dans ce cadre-là, un magazine, déjà que le jeu est un luxe, alors le magazine, on est encore au-delà, quoi. Tout Mais si on prend le magazine, fait l'objet en lui-même, il n'est pas cher. Du moins, je ne trouve pas l'objet cher en lui-même. Je pense qu'on est un peu plus cher que les autres, c'est pour ça que je l'admets, mais après je ne sais pas. Honnêtement, Je sais pas, je dois t'avouer, je ne sais pas, je suis pas dans le milieu. Mais c'est que j'essaye aussi beaucoup avec cette série de ramener les gens à la réalité de l'argent. Et c'est oui, vrai que mais il y a, les objets ont un coût. Hein. il y a une créatrice de BD, Si, que tu connais peut-être, qui en parlant, alors elle parle de tirage d'originaux d'illustration, donc on n'est vraiment pas du tout dans les mêmes sommes, mais qui fait régulièrement remarquer aux gens, c'est pas cher, c'est juste pas dans ton budget. Et je crois que c'est effectivement ça le sujet. Il y a un coût de production, il y a un coût de création qui est incompressible. De toute façon, on peut pas faire autrement et chacun choisit en fonction de son budget, en fonction de ses priorités. Je suis totalement d'accord avec toi. Hein. Pour ceux qui se rappellent, il y a 2 mois, on a reçu la louterie, qui sont des artisans qui font des dés sur sur mesure, qui font des dés artisanaux. Des 100 € le jeu de dés, mais c'est des dés artisanaux faits en petits lots. Ça peut pas être moins cher. Il y a de la qualité derrière. Faut aussi se rendre compte du travail. C'est pas, on va reprendre Donjons et Dragons, Hasbro, hein, et les autres leaders du marché qui font des trucs en lot à grands coups d'usine et de plastique injecté. Forcément, c'est moins cher. Mais c'est pas les mêmes valeurs. Donc c'est pour ça que, par rapport au travail fourni, je le trouve pas excessif, votre magazine. Donc du coup, maintenant, par rapport à ce prix-là, comment avez-vous réussi à vous démarquer? Il y a un truc déjà de base qui démarque Plateau, c'est qu'on est là depuis longtemps. Et que du coup, il y a une confiance qui s'est installée envers ce qu'on fait.
Ça, c'est un truc qu'on constate pas mal en discutant en festival. On a eu plus de mal, par exemple, à faire en sorte que les gens qui sont arrivés dans le milieu de jeux de société depuis pas très longtemps repèrent notre existence. Mais on sait que les gens qui sont dans le milieu depuis un certain temps nous connaissent, ont eu le temps de constater la qualité du contenu. Comme je te disais aussi, on court pas après le web. Ça, c'est une façon de se démarquer au moins des contenus web. Et puis je crois vraiment que ce qui démarque Plateau en tant que tel, c'est vraiment la variété de l'équipe et tout ce que tout le monde injecte de toutes ses compétences annexes. Ben, ça fait déjà beaucoup, hein. Ça fait votre identité, et c'est une belle chose aussi. Et du coup, tu parlais de vous n'êtes pas trop du côté web et de ça, et du coup, bah, comment le magazine s'adapte à l'ère du numérique et aux réseaux sociaux, justement. Alors, les réseaux sociaux, on en a un peu. On a une personne qui s'occupe spécifiquement de ça. Et effectivement, c'est pas simple de trouver la bonne adéquation entre un contenu réseau social qui, on le sait aujourd'hui, doit être assez court, très dynamique, etc. Quand on veut que ce contenu puisse présenter un article fouillé de 4 pages qui va être un peu prise de tête sur un sujet technique. C'est quelque chose qu'on travaille actuellement. Et puis, on développe actuellement une offre numérique pour Plateau. Qui sera disponible directement sur votre site internet, je suppose. Oui, tout à fait. Du coup, ça va venir avec une refonte de votre site ou pas du tout? Non, en fait, ça va pas être un site web avec les articles à la pièce. Ça va simplement être un numéro qu'on va pouvoir acheter. Avec téléchargeable en Voilà. style Kindle. Et voilà. Ok, très bien. Et donc, comment vois-tu l'avenir de la presse spécialisée dans le jeu de société ou plus dans ton domaine même? Comment vois-tu cet avenir? C'est pas évident parce qu'en fait, on est quand même, on tient, mais on n'est jamais à l'abri d'un événement qui ferait que ça tiendrait plus. Par exemple, je reprends 2020, il y a eu une augmentation du coût du papier parce qu'on avait des problèmes d'approvisionnement en bois, en carton, en papier. Et ça a quand même été un moment très très compliqué parce que d'un coup, le coût d'impression, il augmente énormément. On peut évidemment pas augmenter le coût d'achat d'autant, surtout que il s'agit d'envoyer un magazine à des gens qui sont déjà abonnés pour ce numéro-là. Donc sur ce numéro qu'on est en train d'imprimer, on aura le coût et on n'aura pas de gain. Ça a été des moments compliqués et il y a plein de choses dans ce genre-là qui peuvent encore se produire et on n'est pas sûr d'être toujours assez solide pour absorber ces choses-là. Par contre, moi j'ai l'impression quand même qu'il y a une demande pour ce qu'on fait, et notamment une demande pour le maintien de la presse indépendante. Alors on est encore une fois loin d'être les seuls à être indépendants, ni Plateau ni Canard PC, mais c'est vrai qu'il y a des maisons d'édition qui créent des contenus qui peuvent ressembler à des magazines. Il y a pas mal de travail qui se fait avec des influenceurs, influenceuses qui vont être payés pour reprendre textuellement l'argumentaire de com d'une maison d'édition. Je suis pas en train de dire que c'est pas du travail ce qu'ils font. C'est un travail et c'est un travail qui est intéressant et c'est un travail qu'ils font très bien. C'est juste pas le même travail que celui d'un magazine et de la presse. Et du coup, j'ai l'impression dans les discussions que je peux avoir avec des gens que comme dans tous les domaines, même s'il y a moins d'enjeux, évidemment, c'est jamais que du jeu de société, il y a quand même une demande pour cette presse indépendante et pour cette presse qui va au fond des choses. Si jamais, finalement, la meilleure façon de faire en sorte que ça existe, la meilleure façon de faire en sorte que nous, on puisse aller plus loin, que par exemple, un jour, on puisse vraiment mener une enquête d'ampleur sur les conditions de travail des salariés du jeu de société et est-ce que le droit du travail est respecté ou pas dans ce milieu, pour parler d'un sujet que moi, je rêverais d'investiguer. La meilleure façon que ça puisse se produire, c'est de s'abonner et de faire en sorte qu'on soit assez solide pour le faire. Ouais, bien sûr. D'accord, donc ok, c'est vachement intéressant comme vision de l'avenir. Merci à toi. On va passer aux questions gobelins. Alors les gobelins, pour ceux qui sont présents, je vais vous laisser le temps du prochain défi pour poser vos questions si vous en avez. Je sais que vous êtes une dizaine dans le chat, je viens de vérifier, vous êtes une dizaine. Donc pour ceux qui ont des questions encore à poser en supplément à Hunt, que ce soit pour le côté Plateau Magazine ou Canard PC, n'hésitez pas. Avant de passer sur le défi, je vais quand même te demander de redonner les noms de tes livres que tu as écrits, parce que je n'en partage qu'un depuis tout à l'heure, mais tu en écris d'autres.
Merci. Donc oui, il y a même les Dragons pleurent aux éditions Atizès, L'écolier aux éditions Talent Haut et Amour, amour, amour aux éditions Talent Haut. Très bien. Donc n'hésitez pas à aller voir littérature jeunesse de ce que tu as dit. Donc n'hésitez pas à aller voir, ça peut être très intéressant pour les adultes comme pour les plus jeunes. Et donc du coup, je vais te laisser lancer ton prochain dé, ton dernier dé de la soirée. Alors, c'est un 4. C'est un 4. Conseil d'un vieux grimoire. Je vais te demander de nous donner un conseil dans le domaine ludique en général, jeu de société ou autre, un conseil que tu aurais à donner à la populace grouillante de gobelins dans le chat et sur les réseaux extérieurs. Ah, c'est un jeu à conseiller ou c'est un Je suis à conseil de manière... conseiller, conseil général sur les jeux, sur le jeu de rôle, sur le jeu de société. Un conseil dans Ok. l'univers ludique en général, quelque chose que tu as envie de partager de ton expérience de joueuse. Ok, bah je vais mélanger un peu conseil sur un jeu et conseil général. Il y a un jeu que j'adore, qui est un des premiers trucs qui m'a montré ce que pouvait être le jeu sans MJ, qui s'appelle Prosopopée. Donc, qui est un jeu de Frédéric Sintès, qui est une personne qui était vraiment très très impliquée dans cette scène française et qui, au-delà du fait d'avoir un setting qui fonctionne très très bien, un peu Miyazakisant, animiste, où en fait on va être des nuances qui se baladent dans ce monde pour essayer de régler des problèmes le plus souvent créés par des communautés humaines. C'est un jeu dont le système fonctionne sur le don. Parce qu'en fait, à chaque fois, donc, on est en narration partagée, tout le monde peut prendre la parole à n'importe quel moment pour raconter des trucs. Et à chaque fois qu'on trouve que quelqu'un raconte quelque chose de beau, ou quelque chose d'intéressant, ou quelque chose de drôle, on prend un dé dans le pool commun et on lui donne. Et quand la personne a suffisamment de dés, elle va pouvoir faire le choix de tenter un jet pour résoudre un problème. Et j'ai eu l'immense chance d'y jouer avec Frédéric Sintès lui-même. Et avant, j'en avais fait quelques parties, et puis voilà, on se donnait quelques dés de temps en temps, mais vraiment quand il se passait un truc immense. Et en fait, lui donnait des dés, mais vraiment à chaque fois qu'il y avait un petit truc, à chaque fois qu'il y avait un truc qui lui faisait plaisir. Et c'est des parties qui n'avaient pas du tout la même couleur du coup, parce que on était tout le temps en train de célébrer ce qu'on faisait les uns les autres. On était tout le temps en train de s'envoyer des petits messages de waouh, c'est cool ce que tu viens de dire, c'est cool ce que tu viens de faire. Et c'était des parties absolument incroyables. Donc voilà, jouez à Prosopopée pour la première partie du conseil. Et puis n'oubliez pas de faire savoir à vos camarades de jeu, surtout en jeu de rôle, à chaque fois qu'ils font un truc qui vous fait plaisir et qui vous donne envie d'être là. Oui, c'est sûr, ça, je suis totalement d'accord avec toi. Prosopopée, si je me trompe pas, le manuel est très coloré avec une bande rouge sur le côté, des traits de couleur, je crois, c'est ça, non? Je crois Oui, que c'est ça plutôt le rose bleu. manuel. Je peux l'attraper si tu veux. Bah, Faut que je sorte tu faut peux, que il je y a, sorte du y a sang, pas de mais souci, c'est pas loin. il y a pas de souci, il y a pas de souci. Je crois que c'est ça. Si c'est le jeu auquel je pense, ouais, c'est C'est ça. celui-ci, C'est ça, ouais. Donc Prosopopée. ouais, la ligne rouge sur le côté avec des trucs qui font penser à chaque Voilà, fois à intérieur des trucs de tout en notes de noir et couleur. blanc, mais C'est avec ça, que avec la des conque, illustrations poétiques. qui est pas mal, l'image de la conque qui est pas mal utilisée sur ces réseaux pour en parler. Limbic System ou Limbic System, Oui, je crois, c'est Limbic ça. System, tout Ouais. à fait. Donc un livre en impression à la demande pour ceux que ça intéresse. Oui, Donc j'espère qu'il existe encore, mais possible. je sais pas, je m'y étais intéressé quand un peu avant sa sortie, j'avais commencé à m'y intéresser parce que très inspiré des univers de Miyazaki, pour ceux qui connaissent. Oui. Donc je trouvais ça très intéressant. Mais après, je ne sais pas aujourd'hui ce qu'il en est, je dois avouer. Mais c'est vraiment intéressant pour des toutes petites parties, notamment des parties très courtes, c'est très intéressant. Je trouve ça plus difficile pour des parties longues. C'est pas fait pour la campagne. C'est pas fait pour la Mais campagne, mais j'avoue que moi, voilà, à l'âge que j'ai et avec le fait que beaucoup de gens autour de moi ont commencé à faire des enfants et des trucs de cette catégorie-là, les jeux qui se jouent en 4 heures et où on se lance pas dans des campagnes et où à la fin de la soirée on a fini, c'est beaucoup mieux pour nos agendas. ah bah ça c'est sûr, d'où l'intérêt de la chasse monstrueusement gobeline, petit moment instant autopromo, où justement on crée Mm. un jeu de rôle sur le thème des gobelins comme ils sont dans la fantasy et où on repasse par toutes les créatures qui ont fait nos univers de fantasy, mais en les reprenant dans la folklore originaux.
Donc la Ça a Tarasque, l'air chouette. pas la Tarasque de Donjons et Dragons, mais la Tarasque de Tarascon à quatre pattes avec sa coquille de tortue sur le dos et tout ça. Où c'est des petites chasses. Vous pouvez faire soit des petites aventures, soit des petites chasses aux monstres. Un côté très jeu de rôle à l'ancienne et aussi côté très narratif. Les deux sont disponibles dans le manuel de jeu. Et un manuel de jeu en 20 pages. Alors, 200 pages de jeu, mais le manuel, les règles, c'est 20 pages. Le truc, c'est que Intéressant. j'ai mis tellement de plaisir à écrire le bestiaire et il y a toute une partie où justement on reprend chaque créature et on explique d'où elles viennent dans le folklore. Donc c'est très intéressant pour ça. Mais ouais, effectivement, le jeu que tu proposes, effectivement, prosopopée, très intéressant pour des parties plus courtes, effectivement, surtout dans le cadre d'agenda plus compliqué, et très adapté au full impro. Beaucoup moins à la surpréparation. Nos chers architectes vont être très peu contents, les jardiniers vont être très heureux au contraire. Donc du coup, question Goblin, nous avons eu personne qui a daigné se présenter. Les gobelins, qu'est-ce que vous faites? Et Espérons que ce soit parce que j'ai été limpide, écoute. mais écoute, exactement. Donc du coup, on va arriver en conclusion. Je vais te proposer hors de prosopopée, du coup, un jeu qui t'a marqué ces derniers temps, un jeu, un livre, un jeu de société, jeu de rôle ou autre, qui t'a marqué, que tu aimerais recommander. Écoute, je vais prendre C'est clair. ce qui est à côté de moi. C'est facile. Ritual. Ritual, qui est un jeu qui vient de sortir chez Paladin Game. Faudrait que tu décales un petit peu, t'es pas dans le cadre. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas. Moi, le cadre que je vois n'est pas l'intégralité Ouais, du cadre que c'est tu as. parfait, c'est parfait. Ouais. Donc voilà, c'est un jeu de chez Paladin Game qui est un jeu sans communication, un coopératif sans communication. Donc en fait, on doit réussir à réaliser des objectifs de quelqu'un doit avoir 4 gemmes rouges, il faut que tout le monde ait une gemme bleue, etc. Sauf qu'on connaît pas tous les objectifs et donc il faut déduire du comportement des uns et des autres qui visent comme objectif pour les aider. Et par ailleurs, ce qui gâche rien, ça a été du coup localisé par Paladis, qui est un éditeur qui met un point d'honneur à faire de la fabrication française et écologique. Donc cette version-là, elle est entièrement imprimée en France. Oh, putain, c'est beau, il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup Non. parce que même Libellule, je crois qu'ils ne le font pas spécialement. Ils en font beaucoup en France. Libellus, je pense qu'ils impriment en Europe pour le Ils coup, pour impriment la en plupart Europe, de mais pas leurs jeux. forcément en France. Je crois qu'ils Oui, sont en mais en fait, Allemagne, beaucoup en Allemagne, je crois. En fait, c'est très très dur d'imprimer en France. C'est pas possible pour tous les types de matériel. Donc c'est pour ça aussi que je signale les maisons d'édition qui le font. Il y a un vrai engagement à faire ça parce que c'est vraiment plus cher et surtout on est plus limité. Pour donner un truc tout bête, un format de carte. Une maison d'édition française va te dire bah, j'ai 3 formats de cartes, telle taille, telle taille, telle taille. Ah bah, Un producteur chinois va te dire mais tu me donnes le format que tu veux, je t'imprime tes cartes. Donc c'est vrai que voilà, on n'a pas exactement. WJPC qui est très connu dans le domaine du TCG, vu que je travaille à côté avec une boîte pour du TCG. Je suis directeur scénariste et gameplay pour un TCG, effectivement. Ouais, WJPC, c'est impressionnant ce qu'ils peuvent imprimer en gamme de choses. Hein. En fait, WJPC, je crois que c'est de mémoire, c'est les leaders dans le domaine du TCG, donc bon, forcément. S'ils impriment Magic, ils impriment Pokémon, ils impriment Yu-Gi-Oh! Donc bon, à partir de ce moment-là, c'est un peu plus tranquille. Je crois qu'ils sont plus sur Mysterium. Sur Magic, je crois que c'est plus eux d'ailleurs. Ok. Je suis pas sûr. Là, je veux pas dire de bêtises. Donc je veux pas dire de bêtises. Et du coup, moi, je vais vous faire ma proposition. Je parle tout le temps de Mysterium, je parle tout le temps de Libellude. On va pas changer. Je vais pas vous parler de Mysterium cette fois. Je vais vous parler de Tech Time. Ah bah, quand on a un éditeur de cœur, on a un éditeur de cœur malheureusement. Pour une fois, je vous parle pas d'Arcane Asylum. Fallait que je le cite quand même. Mais donc, Tech Time, petit jeu de cartes coopératif. Je vais pas vous en dire trop, mais les parties sont assez courtes pour une trentaine de minutes. 2 à 4 joueurs. Essayez. C'est une expérience à vivre. C'est très mal descriptible. Je sais pas décrire les jeux de toute façon. C'est pas nouveau. Très immersif. Allez-y, moi ça a été mon petit coup de cœur cette année. J'ai fait que 2 parties, je crois. Donc, il est sorti cette année, là. Il y a un mois qu'il est sorti Tech Time. Donc, allez-y. Franchement, super petit jeu. Et Libellude a des magnifiques. La plupart de leurs jeux ont des bandes son que vous pouvez retrouver sur YouTube. D'ailleurs, il y a beaucoup de leurs jeux Mysterium. Les ambiances qu'ils ont fait pour les jeux Mysterium sont exceptionnelles.
Mais Mysterium, c'est mon jeu de société préféré, donc je peux rien dire. Excellent conseil. Et alors, si tu me permets, ce week-end, j'étais au festival Jeux à Latte, qui est un festival en fait qui est spécialisé dans les jeux pas encore sortis, qui vont sortir en 2026, 2027, etc. Donc, ce qu'on appelle du prototype éditeur, en fait, un jeu qui est déjà signé mais qui est encore en développement. Et il montrait notamment l'extension de Tech Time. Ah, il y a l'extension qui est prévue, ça y est? J'étais pas au courant, tu viens de m'apprendre un truc. Bah, je l'ai appris ce week-end en la croisant à Jeux à Latte. Et Et bah pour voilà. celles et ceux que potentiellement ça intéresse, demain matin, je sors la prochaine newsletter de Canard PC qui va vous raconter tout ce que j'ai vu à Jeux à Latte. Sur le site Canard PC, du coup. On est Sur d'accord? Substack. Donc sur le Substack de Canard PC, on a une newsletter toutes les 2 semaines spécialisée jeux de société et un tout petit peu jeux de rôle, mais vraiment plutôt jeux de société. Oui, bien sûr. Après, chaque média, c'est clairement côté jeux de société, jeux de rôle, on va être plus sur Black Book Edition, qui vont avoir vraiment tout leur. Pour le coup, Canard PC, les magazines papier ont une grosse partie jeux de rôle à la fin, qui est beaucoup orientée indé parce que c'est moi qui l'a fait dans la plupart des cas, mais on a quand même peut-être un petit 5e du magazine qui est sur le jeu de rôle. Ah oui, d'accord. J'étais pas au courant de ça, tu vois. Écoute, on aura peut-être l'occasion de se revoir pour le. pour la chasse monstrueusement gobelin, qui sait? Ça serait drôle. Ça pourrait être marrant. Mais je lis tout ce qu'on m'envoie, de toute façon. Et puis moi je contacte tout le monde pour la cage rôliste pour faire connaître l'univers ludique aux gens. Parce que c'est un univers qui est très vaste et il n'y a pas que le jeu de société, le jeu de rôle. L'art en fait partie, quel que soit l'art, il y a tellement de choses à dire sur cet univers et aussi montrer que derrière chaque jeu il y a des gens comme toi, comme tes équipes. Et que le jeu que vous achetez, vous dites ouais 50€ un jeu c'est cher. Ouais mais il y a les équipes qui ont travaillé derrière dessus. Alors je dis pas il y a des boîtes, c'est des voleurs. Il y en a. Je vais pas en citer, je vais être méchant. Mais il y en a. Mais c'est pour ça, c'est toujours un plaisir de recevoir des gens comme toi, passionnés, et qui montrent leur passion au travers de leurs médias et aussi dans leur façon de travailler, parce que comme tu as dit, tu passes beaucoup par de l'indé et tout ça. Vous prenez à partie aussi comment dirais-je, de tout essayer. Il y en a, c'est pas le cas. Il y en a, ils choisissent leur jeu, clairement. Je trouve ça moins intéressant. Alors, Et c'est la taille d'équipe qu'on a qui le permet aussi. Voilà, oui, bien sûr. Mais alors là, je parle plus du côté jeu de rôle. Je sais qu'il y en a. C'est pas la taille d'équipe qui dérange. C'est le fait qu'ils font des parties pris. Et j'ai plus de mal. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité. C'était super intéressant. Merci à toi. Donc, de mon côté, les gobelins, je vais vous dire bonne soirée. Je ne vous envoie pas en raid comme à chaque cage release. Je vais juste vous dire bonne soirée. On se retrouve, nous, demain. Demain, je vais faire un petit live pour qu'on travaille ensemble. Et pour ceux qui sont sur YouTube ou sur nos autres réseaux, n'hésitez pas à aller voir le Canard PC. Vous pourrez retrouver sur YouTube Hunt, qui est à côté de moi. N'hésitez pas à aller la suivre également sur Instagram. Allez voir le Plateau Magazine et notamment à prendre un abonnement pour soutenir les médias spécialisés en France. Et pourquoi pas même acheter ses livres. C'est l'occasion de se faire plaisir, surtout que les fêtes arrivent et que offrir un livre à un enfant ou même à un adulte, même si c'est de la lecture jeunesse, c'est toujours une bénédiction. Donc merci à toi et merci beaucoup. en te souhaitant une bonne soirée. Bonne soirée.